Donc, j'ai demandé à Guillaume Legendre, professeur à Angers, de venir nous parler des innovations en chirurgie hystéroscopique et surtout de préciser que l'hystéroscopie sort enfin de ce marasme d'être considérée comme une non-chirurgie, car c'est de plus en plus utile dans des indications pour des femmes, voire plus âgées, compte tenu que toute la société maintenant évolue sur des grossesses de plus en plus tardives, où là, le maintien d'une cavité endométriale de qualité est importante, d'où l'importance de parler des innovations en chirurgie stéroscopique. Guillaume, nous t'écoutons. Merci beaucoup Hervé, merci Pierre pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est un honneur d'être à la cabinet de chirurgie aujourd'hui pour parler un peu d'hystéroscopie. Tu m'as piqué un petit peu mon introduction, Hervé, parce que je voulais dire que la chirurgie hystéroscopique sortait un petit peu du bois. Moi, j'ai un peu plus de conflits d'intérêts que Géraldine. C'est ça, à Angers, on est en deuxième division, il fallait bien trouver des passe-temps. Reparler d'abord de l'hystéroscopie diagnostique qui ne fera pas partie du topo, mais juste rappeler que on fait ça maintenant depuis longtemps. Enfin, c'est pas une innovation, malheureusement, puisque j'ai été biberonné par Hervé Fernandez il y a très longtemps maintenant, mais c'est peut-être 20, ça fait 20 ans, je pense que c'est une innovation, mais il y a encore beaucoup de services où les femmes passent au bloc opératoire sur l'anesthésie générale pour avoir une hystéroscopie diagnostique, et ça reste un petit peu dommage, alors que sans spéculum en consultation, sans aucune préparation, sans désinfection, sans préparation par misoprostol, on rentre en quelques secondes dans une cavité avec une douleur qui est similaire à la pose d'un spéculum. Le gold standard en hystéroscopie opératoire, c'est généralement le 26-28 French, donc on dit là jusqu'à la bougie 9-10 mm. L'hystéroscopie bipolaire, même s'il y a encore certains services qui sont en monopolaire. Là, c'était une époque où j'étais au début à Angers, où on n'avait pas tout le matériel que je vous montrais après, où je tordais lance réutilisable. Pardon, ouais, c'est bon. Pour utiliser des instruments un petit peu plus innovants. On fait à peu près 65 000 hystéroscopies par an quand même, et c'est une chirurgie qui s'apprend. Il y a eu quand même 4 décès. J'étais assez surpris d'avoir ça en 2022. Je ne sais pas les chiffres 2023, mais ça m'a un peu interloqué quand j'ai lu ça. Quelle pathologie on traite? On a vu les ménorrhagies, donc les fibromes, pour la fertilité et pour les saignements. Les polypes, plus de 15 mm pour l'infertilité, ou dès lors qu'il y a des saignements. Les hypertrophies, pour dépister les cancers. On fait des endométrectomies associées, et on multiplie ça chez les patientes qui n'ont plus de désir de grossesse pour diminuer le taux de cancer de l'endomètre. Et puis, en cas de ménométrorragie, on va voir ce que l'on fait. On traite également par des techniques un peu plus avancées d'endométrectomie de deuxième génération. La fertilité, on en parle, la fertilité de plus en plus tardive, la cavité, il faut la restaurer à tout prix dans nos pratiques actuelles. Donc, on va traiter les cloisons, faire des plastiques d'agrandissement dans ces utérus qui sont petits ou qui ont été parfois abîmés par des embolisations, par exemple, par des capitonnages postpartum. On a des cavités qui peuvent être rétrécies. L'ismocèle, qui est un de nos fléaux à nous, qu'on crée, nous les gynécos, puisque c'est la cicatrice de césarienne. Donc, vu qu'on fait de plus en plus de césariennes, on crée de plus en plus de déhiscence de la cicatrice de césarienne. Faire et défaire, c'est toujours du travail, vous me direz, mais c'est vrai que c'est quand même aussi problématique, ce taux de césarienne qui augmente et les conséquences de ces cicatrices. Et puis les synéchies, qui sont un problème également très fréquent avec le taux d'aspiration, de geste endo-utérin qui reste assez élevé en France et qui crée des synéchies qu'il faut traiter après par la suite. L'hystéroscopie en 2024, il a un objectif triple, un peu comme Antoine Dupont. Bon, il a déjà réussi son premier objectif, il lui reste les JO et le Brennus. C'est la sécurité de la procédure, le confort de la patiente et le confort du chirurgien. On n'était pas partagé nos topos avec Géraldine, mais elle a également parlé du confort du chirurgien avec le VNOTS. C'est vrai qu'en hystéroscopie, il faut aussi un petit peu penser à nous, ça fait parfois du bien. L'objectif, on déteste les complications comme toujours, on en a. Il y a un taux incompressible, bien évidemment, mais les perforations, les synéchies, les troubles d'absorption, les risques infectieux, les risques hémorragiques, il faut diminuer ce taux à tout prix. Donc, le confort, on a vu la vaginoscopie. Je ne parlerai pas beaucoup, mais un tout petit peu de la chirurgie hors bloc, puisque l'hystéroscopie n'est qu'une partie
de la chirurgie hors bloc, mais en gynéco, c'est un des moyens de sortir des gestes du bloc opératoire. À Angers, on vient d'apprendre qu'on perdra une salle à cause d'un départ d'anesthésiste pendant au moins 6 mois. Donc, on va essayer de redynamiser notre hors bloc pour recaser toutes les patientes qui sont annulées. C'est des problématiques de CHU assez courantes. Et puis, on veut diminuer notre taux de complications. Le chirurgien, l'IBOT, un gain de temps, diminution du stress, diminution de complications. On est tous preneurs de ça. Quel diamètre travailler en 2024? Donc, je vous ai dit, classiquement, on travaillait en 9-10 mm. Je vous rappelle un petit peu d'histoire dans ce lieu d'académie de chirurgie. Monsieur Charrière, qui avait, outre la particularité d'avoir un triple prénom, Joseph-Frédéric Benoît, était un manufacturier franco-suisse. Il est né en Suisse, même si les anglo-saxons parlent de French pour Charrière, parce que finalement, ils ne se souvenaient plus du nom de Monsieur Charrière. Il était suisse à la base. Il fournissait du Puitrin notamment. Et j'apprends du coup la règle de la table de multiplication de 3 aux internes. 24 French, c'est 8 mm. 18 French, c'est 6 mm, puisque un Charrière, c'est un tiers de millimètre. Donc, les mini-rectoscopes, ils sont en 21 French, donc 7 mm, 18 French, 6 mm, où il y a même d'autres matériaux qui sortent pour l'instant sans anse de résection, mais en 5 mm, donc, avec des outils essentiellement mécaniques ou des pointes bipolaires, et qui permettent finalement une efficacité qui est quasi identique aux 9-10 mm qu'on avait l'habitude d'utiliser. On est en train de publier une étude à Angers qu'on a menée où finalement on gagne du temps même en petit format par rapport aux gros copeaux avec un taux de résection complète pour des fibromes qui est strictement identique parce qu'on a toujours le débat, est-ce qu'en faisant des petits copeaux, est-ce qu'on va mettre plus de temps? Oui. Hervé dit toujours oui, mais la gestion des copeaux est plus simple, donc, et c'est vrai. On est en train de sortir l'article, même si c'est du rétrospectif, ça reste finalement des gestes qui sont très rapides et assez efficaces. L'intérêt majeur, c'est qu'on ne dilate presque plus les cols. On ne fait pas de préparation par misoprostol, je vous l'ai dit. On va faire moins de lacération cervicale, moins de perforation, moins de synéchie. On n'a pas les données pour le prouver, mais peut-être qu'en utilisant des plus petits hystéroscopes, on va avoir moins de séquelles également pour la fertilité. Le matériel, il est donné pour la belle longévité, et c'est le cas. En pratique, au CHU, finalement, on avait commencé par quelques hystéroscopes de petite taille, et puis tous mes collègues, finalement, utilisent ces mini-rectoscopes, utilisent presque plus les gros, ou dans des cas un petit peu extrêmes, quand ils ne sont pas revenus de la STER. C'est vraiment devenu le gold standard chez les patientes infertiles et chez la patiente ménopausée, puisqu'on a voilà, tout l'arsenal classique à disposition. Sur le plan de l'énergie, quelle énergie on doit utiliser en 2024? Donc, classiquement bipolaire, monopolaire. Le monopolaire a quasiment disparu, je pense également, de la grande majorité des blocs en urologie. Il reste quelques centres encore en France, mais c'est vrai que l'énergie bipolaire avait des avantages, notamment en termes de synéchie, avec une série de Cyril Touboul qui avait fait quand il était encore interne chez Hervé Fernandez, avec 7%, je crois, de synéchie post-hystéroscopie bipolaire, alors que les données de la littérature sont à 30-45% en cas de monopolaire. Il y a un essai randomisé qui avait été mené, mais je ne sais pas s'il sortira un jour pour démontrer de manière plus solide ces données. Mais je pense qu'on pourrait l'attendre encore quelques années. L'autre intérêt, c'est les déficits. Il faut quand même avoir conscience qu'avec du bipolaire, il y a des accidents graves. Quand on avait écrit les recommandations avec Xavier Defieux et Aubert Agostini, en fait, il y a plus d'accidents graves avec du bipolaire parce que les gens utilisent qu'avec les monopolaires. Et il ne faut pas se dire, je travaille en bipolaire, il y a zéro risque alors ce n'est pas un TORP syndrome, mais de syndrome finalement de rétention hydrique. Il y a des OAP qui sont décrits avec du bipolaire. Il faut s'arrêter à 1500 et ne jamais dépasser 2000. Et on s'arrête à 750 en glycocol en gynéco et on ne dépasse jamais 1000. Outre ces deux types d'énergie, se développe de plus en plus l'énergie mécanique. On essaye, l'hypothèse, c'est peut-être que si on ne fait pas d'électricité, on va peut-être encore améliorer notre taux de synéchie, diminuer encore notre taux de synéchie. Il y a des instruments qui sortent, qui sont de plus en plus petits et qui permettent de combiner les instruments de Célio. C'est le cas du NeoCare
que développe, avec lequel travaille Hervé Fernandez, qui va permettre de mettre des instruments de Célio de 3 millimètres dans la cavité utérine et d'avoir une bonne qualité de coupe. Parce que quand on travaille avec des plus petits instruments, notamment les, des instruments en 5 French, c'est un petit peu fragile, les ciseaux sont tout petits et c'est pas toujours facile de traiter des grosses pathologies. D'autres, on a vu tout un arsenal qui se développe. Et puis les shavers, les morcellateurs hystéroscopiques que je vous montrerai après, également développent des systèmes avec des chemises de plus en plus petites, jusqu'à 5 millimètres. Donc ça permet encore de moins dilater et de probablement sortir cette chirurgie du bloc opératoire avec un bloc paracervical. On pourra faire cette chirurgie. Les données sur la synéchie, finalement, il y a une méta-analyse chinoise qui vaut ce qu'elle vaut avec des essais essentiellement chinois qui ne sont pas forcément publiés dans des revues intéressantes, qui montrent néanmoins que il y a moins de synéchie quand on utilise une énergie mécanique, une énergie électrique. Les shavers, vous allez voir, donc il existe trois sociétés qui commercialisent des shavers. Ah, j'ai du son, pardon. Hop. C'est sur la deuxième vidéo. Donc les shavers, donc des petits rasoirs, vous voyez, il y a un petit système qui va aspirer aussi les copeaux. Il y a 3 systèmes, ça c'est le système de Storz que vous voyez à l'image, un petit polype. Vous voyez la rapidité à laquelle ça traite la pathologie, ce qui va permettre vraiment de les traiter en consultation, puisque bien évidemment, plus le geste est rapide, plus le geste est acceptable pour la patiente. On passe l'autre film, c'est pas très grave, c'était un autre exemple de shaver. C'est intéressant pour les rétentions trophoblastiques. Quelle pression, grand débat, c'est pour Pierre et Géraldine, le clin d'œil à la ville de Lille que j'aime bien. Là encore, c'est pas parce qu'on est en hystéroscopie qu'on doit être le parent pauvre et essayer de ne pas travailler à la pression la plus basse. En célio, on a bien vu qu'on travaillait à 15, à 12, et maintenant on travaille à 6, 7 de pression. Là encore, je pense qu'il faut baisser nos pressions de travail pour en hystéroscopie. Classiquement, on doit travailler à la plus basse possible et à moins de 120 mm de mercure. Pour prévenir le risque d'embolie gazeuse, je vous rappelle qu'on doit être en dessous de la PAM. Si on a une pression à 14,9, on doit travailler à moins de 106. Et si on est à 12,8, on doit être à moins de 90. Donc, ce qu'on fait rarement en pratique, notamment parce que les systèmes de pompe ne sont pas toujours optimaux. Mais néanmoins, là, je vous ai fait un petit film pour vous montrer que quand on est à 150, c'est un film filmé à l'iPhone, ce n'est pas d'excellente qualité, on est à 150 de pression. On va baisser progressivement la pression. Hop, on regarde ce qui se passe. On va voir que ça diminue un petit peu à l'écran. Il y a un petit polype à traiter. C'était il y a quelques années. On baisse la pression. On voit pas trop de différence majeure. Là, vous voyez un petit peu. Et finalement, sur l'écran, vous allez voir, on est descendu, on a divisé par 2 la pression. On a travaillé à 75 mm de mercure de pression, ce qui permet d'économiser de l'eau, de gagner du temps, de diminuer les troubles de résorption, de diminuer les taux de complications. Donc, c'est très intéressant de faire ces petites choses-là. Et c'est pareil, on doit diffuser, on doit apprendre l'hystéroscopie, ça ne doit pas être le parent pauvre comme l'a dit Hervé, et on doit essayer de développer les techniques. Est-ce que ça a un intérêt pour les douleurs post-opératoires? On aura du mal à le démontrer. Mais en tout cas, on gagne du temps, on va faire plus de traitements complets parce qu'on utilise 2 fois moins de liquide. Donc, on a 2 fois plus de temps devant nous pour faire la chirurgie. Et ça, c'est intéressant. Et on diminue le risque d'embolie gazeuse. C'est rare, mais ça peut arriver néanmoins de temps en temps. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Grâce aux nouvelles pompes qui calculent le déficit, qui maintiennent une pression constante, on n'a pas de fuite, qui sont plus simples aussi pour nos ibodes que des systèmes à galets installés ou à se trompe de sens d'installation. On peut vraiment réussir à avoir ce taux de pression constant et travailler à des pressions basses. L'instrumentation, ben, on l'a vu, donc des instrumentations assez variées. On s'adapte vraiment maintenant à la pathologie qu'on va traiter. On va avoir des anses de résection courbe qu'on a toujours utilisées pour les polypes, pour les fibromes. La rollerball, qui est très courante aux États-Unis pour faire l'endométrectomie, il ne faut pas de résection. Nous, on fait des résections les endométrectomies à l'anse et comme Hervé me l'a appris, on termine le fond et près des ostiums à la rollerball pour augmenter le taux d'aménorrhée.
La vaporisation, c'est la petite cupule que vous voyez ici. On peut vaporiser des petits polypes, des fibromes assez facilement. Une anse droite pour les ismocèles, des ciseaux pour les synéchies, les cloisons, des scrodes à usage unique. On fait vraiment tout ce qu'on veut en fonction de nos préférences. L'instrumentation de Betoki, donc un diamètre des instruments de 4,3 charrières. On va mettre dans ce petit canal opérateur des pinces, des ciseaux, aller chercher des stérilés, aller chercher une petite pointe pour traiter la cloison utérine, comme vous allez voir sur le film. Donc voilà, c'est assez facile, sans dilatation. Voilà, c'était la base de la petite instrumentation. Parfois, cette instrumentation est un petit peu prise à défaut et c'est pour ça qu'on développe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des instruments un petit peu plus gros, où on utilise des pinces de 3 mm de célio avec du 6 mm de gaine externe qui sont également très intéressantes. Hop. La place de l'éco-guidage, c'est important de parler de l'appareil d'écho. Je pense qu'en tout cas en gynéco, l'écho doit être vraiment présent dans tous les blocs opératoires. Sur les gestes compliqués en hystéroscopie, il faut faire des procédures éco-guidées où vous allez voir vraiment votre geste complètement de manière sécure sous contrôle, sous le guidage écho, là, pour traiter une synéchie où il y a eu 3 échecs de cure de synéchie avec des perforations. On avait finalement, pour un geste qui n'était pas très compliqué, un guidage parfait avec un simple remplissage de la vessie et on fait notre geste en toute sécurité et on peut traiter ensuite la synéchie sans problème. Un autre exemple sur une section de cloison où on voit bien la vessie remplie, c'est un guidage par voie suspubienne et on va traiter la cloison sous contrôle écho. Ça diminue les 2 écueils finalement des chirurgiens, les chirurgiens trop timorés qui vont s'arrêter de peur de faire une perforation, et puis les chirurgiens un peu trop téméraires qui vont au contraire y aller et faire la perforation. Donc vraiment cet éco-guidage, même si ce n'est pas une innovation, parce que là encore, c'est des choses qu'on pratique depuis des années, qui doivent vraiment se diffuser. Le guidage célio, ce n'est pas une bonne idée, outre d'avoir 2 colonnes dans le bloc, qui est un petit peu compliqué du point de vue organisationnel. Quand on voit notre pointe électrique ou nos ciseaux en sous-célio, c'est que c'est un peu trop tard et que la perforation est déjà là. Hop. Les alternatives à la résection hystéroscopique, c'est surtout les alternatives à l'hystérectomie, avec notamment pour l'endométrectomie, avec les destructions d'endomètres qu'on appelle de 2e génération. Il y a différents systèmes qui sont développés, notamment le NovaSure qui utilise de la radiofréquence, un petit filet qu'on déploie dans la cavité utérine et qui va brûler par radiofréquence l'endomètre sur 7 mm et qui va permettre un taux d'aménorrhée de 70% dans 70% des cas, soit bien supérieur à à l'efficacité du meilleur chirurgien hystéroscopique quand il fait une endométrectomie à l'anse classique, même quand il utilise des techniques de rollerball. Donc, c'est des techniques où ça dure 5 minutes. Ça se développe également en chirurgie au bloc avec un bloc fondique qui est vraiment intéressant. Ce n'est pas très intéressant sur le plan chirurgical puisque l'externe peut faire aussi bien que le PUPH, mais ce n'est pas très grave. C'est bien pour les patientes. 90% de satisfaction. Ça fait partie des innovations. Pour conclure, voilà, on développe malheureusement l'instrumentation pour obèses avec des hystéroscopes beaucoup plus longs parce qu'on a une augmentation du BMI moyen dans nos patientèles. Des systèmes d'aspiration des copeaux, c'est un peu un vœu pieux. Là, c'est un système STORS qui avait essayé de le développer, mais qui est pas très opérant pour l'instant, à part les morcellateurs hystéroscopiques qui avalent les copeaux, comme je vous ai montré sur le film tout à l'heure. Les autres systèmes sont pas très développés. On peste un petit peu contre la gestion des copeaux en hystéroscopie au quotidien. Donc, on développe des instruments vraiment de plus petits, plus en plus maniables. C'est vraiment ça notre nouveauté. Juste une dia avant de finir sur le hors-bloc, puisque voilà, c'était pas le sujet du topo, mais bien évidemment, toutes ces innovations de diminution de pression, parce que quand on passera hors bloc, distendre la cavité à 150 ou travailler à 70, 75, je suis sûr que ça ne sera pas la même douleur pour la patiente. Tout le matériel qu'on a vu avec des instruments froids, sans électricité, avec des petits diamètres, vont améliorer le confort de la patiente, et ça va permettre de laisser vraiment le choix à la patiente de choisir entre AG et AL, d'avoir un parcours plus simplifié
de pallier au manque d'anesthésistes dans certaines structures comme la mienne, d'accélérer la prise en charge pour les patientes et donc leur satisfaction. Pour nous également, chirurgiens, ça nous gère du stress parce que de reprogrammer toutes les patientes, de répondre aux demandes de notre secrétaire, de reprogrammer, de pouvoir avoir notre journée hors bloc tranquille où on sait que ça va rouler, on est autonome avec un circuit patient. La patiente, elle arrive, elle se déshabille, elle repart, elle est contente. C'est un vrai confort également pour nous. On peut gérer nos journées. L'hôpital, ça, c'est compliqué, en tout cas dans les CHU, mais c'est sûr que c'est rentable financièrement, mais ça, il faut qu'ils l'entendent. Mais ça, c'est parce que bien évidemment, toute cette innovation, ça a un coût. Mais quand on fait une hospitalisation de jour, et avec les IHM, on va pouvoir améliorer finalement la rentabilité, puisqu'il n'y a que ces mots-là qu'ils entendent. Et c'est un petit peu dommage. C'est vraiment un frein à l'innovation, malheureusement, dans nos CHU aujourd'hui. Et puis, au global, ça diminue quand même les dépenses publiques avec un taux d'arrêt de travail en moins, un retour à l'activité plus rapide. Donc, voilà. Juste en conclusion, des innovations matérielles importantes en hystéroscopie. Il faut investir dans l'hystéroscopie. Il y a pléthore de matériel, il faut l'utiliser. Des nouvelles procédures qui existent et qu'il faut apprendre également par le compagnonnage, par la simulation, par des certifications éventuellement européennes. On parlait de la formation, comment on fait pour former les plus jeunes et les moins jeunes également. Ça me permet de parler également avec Pierre de l'ESGE, qui est le Congrès européen de chirurgie gynécologique, qui aura lieu à Marseille en octobre. Et on est très content de l'avoir en France après Paris il y a plus de 10 ans. Et du coup, vraiment, voilà, le développement de cette chirurgie pour aller vers le hors-bloc, même si ce n'est pas un Graal, et toute la chirurgie stéroscopique ne sera pas externalisée. Mais si on peut en externaliser 10-20%, voire probablement plus dans les années à venir, ça serait déjà très bien. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci Guillaume. J'en profite pour dire que j'ai profité de l'ESGE pour présenter la dernière innovation en hystéroscopie, qui est un extracteur de copeaux. Ça fait 7 ans que je suis dessus et il arrive à maturité, ce qui devrait changer la vie, j'espère. Juste une remarque, le 28 mai dernier, c'était la journée mondiale des règles. Pourquoi ce problème? Parce que pour vous donner une idée, une femme sur deux en France a une carence martiale entre 25 ans et 50 ans. La carence martiale, c'est lié dans une grande part pour certaines pathologies gynécologiques que Guillaume vient de vous présenter et qui peuvent être aisément traitées par ces techniques d'hystéroscopie à condition d'être bien équipées. Et c'est le problème principal en France, je trouve, c'est la qualité de l'équipement dans les structures, parce que globalement, la majorité des services, qu'on soit dans le libéral ou à l'hôpital, sont vraiment très peu équipés. Et l'idée avec les procédures maintenant hors bloc possibles depuis la circulaire de septembre 2020, vont faire qu'on peut simplifier. Et donc, juste pour faire une annonce, le 18 juin, la Société de chirurgie pelvienne fait un webinar où seront invités d'ailleurs Géraldine et Guillaume pour parler en fait de comment prendre en charge cette problématique. On sera à 1 mois des Jeux Olympiques. Une grande partie des athlètes disent toute la problématique qu'elles ont avec des règles abondantes par rapport à leurs performances qui sont altérées. Et pour un grand nombre d'entre elles, elles pourraient être nettement améliorées par des techniques telles que vient de parler Guillaume. Des questions? Merci. On a introduit Pierre Collinet lui-même qui va nous parler d'un autre sujet difficile, l'endométriose digestive. Merci.